Bonjour à tous, où que vous soyez. C'est peut-être une heure un peu difficile, mais nous sommes très reconnaissants que vous soyez tout de même parmi nous. Ceci étant dit, nous allons commencer par Monsieur Matibé du département des forêts, de la pêche et de l'environnement de l'Afrique du Sud, après Monsieur Gaute Hansen du ministère du Climat et de l'Environnement de la Norvège. Il représente les gouvernements de l'Afrique du Sud et de la Norvège qui sont les co-hôtes de ce séminaire sur l'ISN. Monsieur Matibé, vous avez la parole. Monsieur Matibé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant que je ne fasse quelques brèves remarques, je voudrais vous dire que, après ces remarques, je vais devoir vous quitter pour aller dans une autre réunion. Mais tout de même, je suis très reconnaissant du travail remarquable qui est fait ici, parce que mon équipe restera avec vous. Mesdames et messieurs les participants, venant de toutes les régions du monde, le secrétariat de la CDB, les experts invités, les groupes de parties prenantes, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom du gouvernement de l'Afrique du Sud à cette réunion très importante sur le deuxième dialogue mondial sur l'ISN provenant des ressources génétiques qui s'est tenu du 26 juin jusqu'au 13 juillet 2021. Ce dialogue a été basé sur les conclusions du premier dialogue qui s'est tenu et puis aussi de l'initiative virtuelle de l'ISN qui a été lancée par le secrétariat de la CDBD avec les co-présidents du groupe qui a travaillé sur le cadre mondial de biodiversité. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de dire que ce dialogue a été organisé par l'initiative sur l'APA dans le cadre du partenariat stratégique entre la Norvège et l'Afrique du Sud et en collaboration avec le secrétariat de la CDB dans le cadre des préparations des processus de la CDB qui vont continuer avec la troisième réunion du groupe à composition non limitée qui se tiendra comme prévu le 24 août jusqu'au 3 septembre 2021 pour nous amener à la COP, la MOP 10, la MOP 10 et toutes les réunions qui se tiendront dans le cadre de la COP. Ce deuxième dialogue a été le bienvenu, mais difficile à organiser étant donné la pandémie de la COVID-19, comme d'autres mouvements internationaux et autres initiatives qui ont été très frappées, qui ont souffert de cette pandémie. Ce deuxième dialogue a été notre dernière tentative de fait pour que nous ne perdions pas l'élan qui a été lancé à Pretoria au mois de novembre 2019. J'espère que les conclusions de ce dialogue sur l'ISN pourra vous aider à vous préparer à la négociation sur l'ISN qui se tiendra dans le cadre de la COP. L'Afrique du Sud est fière de faire partie de la communauté des nations qui veulent assurer la conservation de la diversité biologique et le partage juste et équitable tiré de l'utilisation des ressources génétiques, y compris l'ISN, pour les générations présentes et à venir. Pour terminer, je voudrais également offrir toute ma compassion à tous les participants qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie. Et avec ces brèves remarques, j'espère que cette séance de préparation vous aidera à faire avancer ce travail sur l'ISN et sur le cadre mondial
sur la biodiversité et je vous souhaite des délibérations très fructueuses. Merci beaucoup de votre attention et je vais maintenant passer la parole à notre partenaire norvégien. Thank you, Mr. Matibe. Merci, Monsieur Matibé. J'espère qu'on m'entend bien. Chers participants, chers coprésidents du groupe de travail à composition non limitée, au nom du gouvernement de la Norvège, je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce deuxième dialogue qui a été organisé par la Norvège et l'Afrique du Sud. Les coprésidents qui ont travaillé, du groupe qui a travaillé sur le cadre mondial, espèrent que la COP s'occupera de la mobilisation des ressources, du renforcement des capacités et des approches à long terme pour l'intégration de la biodiversité ainsi que d'autres sujets tels que l'ISN. À l'heure actuelle, nous tenons notre troisième réunion du groupe de travail le mois prochain dans le cadre de la préparation de la COP 15. Je suis très heureux des décisions et des conclusions auxquelles on est parvenu dans les groupes régionaux. J'aurais préféré être à Pretoria ou au Cap à discuter autour d'un verre de vin ou d'une tasse de thé, mais j'espère qu'on arrivera quand même à réaliser des réunions en présentiel. Nous avons rencontré des difficultés techniques à cause justement de ces réunions à distance qui a limité la participation. C'est ce qu'on a pu voir aussi dans les réunions du SAPSTA et du groupe social sur la mise en œuvre. Mais je suis très heureux de voir que la conversation avance tout de même au milieu d'une pandémie. Le gouvernement de la Norvège est navré pour ceux qui ont perdu des êtres aimés et pour les nombreux collègues de l'APA qui ont été frappés par les inondations en Allemagne. Et nous vous présenterons toute notre compassion. Nous sommes très heureux de la collaboration qui a régné autour de ce sujet si important. Je voudrais remercier l'initiative sur l'APA, de leurs compétences, de leur travail acharné et aussi de la contribution qui a été apportée par le secrétariat de la CDB. Il y a une question très importante pour les parties et les parties prenantes à évoquer, qui est de voir si on pourra réaliser de vrais changements et si on arrive à être suffisamment ambitieux pour avancer dans ce sujet. Merci beaucoup. Merci de vos paroles aimables à tous les deux. Je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Je m'appelle Andreas Drouz et je suis le directeur de l'initiative de l'APA et je suis l'animateur de notre réunion d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons regarder notre ordre du jour. My screen doesn't move, unfortunately. What's the matter? Now. Yeah, to the agenda, we just heard the welcome by the host of the dialogue, and we will continue with the report on the dialogue. That will be structured in 2 steps. I will give a short introduction to the objective and the process which we use during the series of meetings which comprise the global dialogue. And then Sul Al-Janabi, the co-manager of the ABS initiative, will report us on the key outcomes and findings. And as a follow-up of that, we will have a panel reflection by our esteemed colleagues, Margot Beckley, Tim Hodges, Paul Oldham, and Rachel Weinberg, on the outcomes and possible ways forward from their specific perspectives in the fields of their respective expertise. And that will then be, meeting will then be closed
by the co-chairs of the open-ended working group, Basil van Havre and Francis Ockwell, to give us possibly some insights in the way how they intend to approach DSI in the upcoming meeting of the working group. Now to the objective. In the context of the science policy dialogue on DSI and the upcoming negotiations, we thought that the objective for the second dialogue would be best if we discuss and identify areas of already existing convergence, possible convergence, and remaining divergences, and why these possibly exist. About 80 participants from 45 countries participated in the different meetings. The dialogue was held under the Chatham House rule, which means that neither the identity of speakers, participants, nor their affiliation is to be disclosed. Therefore, an anonymized report will be published in due time before the beginning of the open-ended working group later in August. Dialogue was structured in 3 parts. Global plenary at the 21st of June to initiate the dialogue, then followed by, in the week after, by a series of time zone-based meetings. Un certain nombre de réunions dans différents fuseaux horaires, le Pacifique, et ensuite une réunion pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et ensuite une réunion pour les Amériques. Et puis ces réunions étaient résumées et il y a eu ensuite une autre plénière qui s'est tenue le 13 juillet, il y a une semaine. Alors, d'où sommes-nous partis? On s'est basé sur le cadre de critères qui a été proposé par le secrétariat de la CDB lors du webinaire des 2 coprésidents, et ceci a été repris dans le document sur l'ISN qui a été proposé au groupe de travail à composition non limitée à sa 3e réunion. Il s'agit de voir quelles sont les convergences et les divergences, et le mieux serait de se concentrer sur l'efficacité du système, voir quels sont les objectifs visés, et quelles sont les possibilités d'avoir les avantages de partager de façon égale, et puis les objectifs principaux par rapport aux contributions de l'ISN, la production de l'ISN à la protection et la conservation de la diversité biologique et le développement durable. Pendant les discussions, il y a eu des remarques qui ont été faites et il faudra qu'elles soient reprises dans la négociation par rapport aux critères qui ont été mis au point par le secrétariat de la CDB. On n'a pas discuté de cet aspect-là, mais simplement de voir comment on peut assurer le partage des avantages et l'accès et l'utilisation de l'ISN. Alors, pour structurer la discussion, nous avons, dans un premier temps, dans la première réunion mondiale, nous avons mené une discussion sur la situation actuelle en ce qui concerne l'objectif d'un partage équitable des avantages de l'ISN et comment faciliter l'accès à l'ISN sans pour autant perturber la recherche-développement. Quelle est la situation par rapport à ces 2 objectifs, tout en assurant une conservation de la biodiversité et le développement durable? Sur la base de cette description de la réalité à l'heure actuelle, dans la 2e partie, avec les réunions basées sur les fuseaux horaires, on a commencé
par poser une question. Disons que vous allez vous coucher un soir et le lendemain matin, vous vous réveillez et il y a un système d'ISN accepté par tout le monde en place. Alors, comment est-ce que vous allez reconnaître que vous êtes parvenu à cette situation idéale? Cette discussion s'est tenue dans des groupes régionaux, dans les différents fuseaux horaires. Et puis, on a discuté également des changements qui seraient nécessaires dans des groupes séparés qui ont travaillé sur différents thèmes. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à aboutir à cette situation idéale? Quelle est la contribution que vous pourriez apporter pour qu'on puisse arriver à une situation idéale? Quels seraient les changements que vous-même pourriez apporter? Ensuite, tout ceci a été résumé et présenté à la troisième partie du dialogue, à savoir une autre réunion mondiale où on a fait la synthèse de toutes les conclusions et résultats. On a repris les remarques qui ont été faites. Il y avait des groupes de parties prenantes, des gouvernements, du monde des affaires, des scientifiques, et puis aussi des représentants des PACL. Voilà ce qu'il en est au niveau de la procédure qui a été suivie. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue, Souhail Al-Janabi, qui va vous présenter les résultats et les conclusions du dialogue. Yes, good. Souhail, vous avez la parole. Merci, bonjour tout le monde. Merci Andreas de m'avoir présenté. Je suis le co-directeur de l'initiative et j'aimerais vous parler des thèmes qui ont été discutés pendant les dialogues. Vous donnant un aperçu général. Alors, ce que nous voyons là, ce sont les différents groupes d'éléments qui ont été discutés. Je vais brièvement les passer en revue. Il s'agit du partage des avantages à gauche, sans pour autant perturber la recherche-développement, facilitant l'accès, et puis des sujets aussi qui se trouvent séparés par rapport aux autres. Comment trouver un équilibre entre les avantages monétaires et non monétaires et pour la société, parce que l'utilisation de l'ISN a des avantages pour la vaccination, pour les abstentions végétales, pour la protection de la diversité biologique. La question de la mobilisation des ressources pour appuyer la conservation et l'utilisation durable est un sujet transversal, mais qui va assurer cette mobilisation des ressources? Il y a un autre élément aussi qui est important, sur lequel on reviendra plus tard. Il s'agit de l'utilisation de composés par exemple, pour un produit, vous pouvez avoir beaucoup de séquences génétiques qui sont utilisées et que faire à propos des composés qui se présentent ainsi. Alors, il y a aussi le délai entre l'accès et le partage des avantages.
et surtout en ce qui concerne l'ISN, parce qu'on peut télécharger des séquences et après le travail de recherche-développement, s'il y a des utilisations à en tirer, comment s'applique alors le protocole de Nagoya? Alors à droite, vous avez des questions qui concernent essentiellement la facilitation de l'accès sans pour autant perturber la recherche-développement. Les bases de données, leur taille, leur accessibilité. Il y a des bases de données publiques, d'autres sont privées. S'il y avait un système mis en place à l'avenir, comment traiter de ces différents styles ou différentes catégories de jeux de données? Il faut essayer de voir comment organiser cet accès. Alors, les termes et conditions et les accords standards d'échange de matériel. Ça a été un sujet qui a évoqué aussi une discussion très animée. Alors, est-ce qu'on peut tirer des enseignements à propos de ces accords standards qui, par exemple, ont été utilisés dans le cadre de la lutte contre la grippe par l'OMS. Il y a aussi le traçage de l'utilisation de l'ISN et puis aussi la détermination de la source d'une ISN. Ensuite, essayer de réduire le coût de ce traçage. Et puis, il y a eu aussi une discussion sur les considérations juridiques, pas uniquement pour les usagers, mais aussi pour les fournisseurs des ressources génétiques et ceux qui les téléchargent. Parce que chacun doit être protégé d'un côté comme de l'autre, fournisseur ou utilisateur. Alors, le dialogue régional a beaucoup porté sur les populations autochtones et les communautés locales avec leurs connaissances traditionnelles qui se trouvent quelquefois intégrées dans l'ISN. Alors, ces écosystèmes, d'où proviennent ces ressources génétiques, sont une source de ressources génétiques, justement, et donc, par la suite d'ISN, et ça a été un sujet très discuté. Aussi, le rôle de ces PACL. Ensuite, il y a eu aussi le rôle potentiel des métadonnées, aussi les tags des pays d'où proviennent ces ressources ou les connaissances traditionnelles qui leur sont associées. Voilà le genre de métadonnées qui ont été discutées. On a aussi beaucoup parlé du comparer et contraster les utilisations de jeux de données par rapport aux utilisations spécifiques de séquences uniques dont l'origine est connue. Alors, ceci, il y a beaucoup d'autres sujets comme l'utilisation des composés, mais là encore, il y a eu des divergences de vues à beaucoup de niveaux. Il y a eu aussi la nécessité de renforcer les capacités de tous les pays, toutes les parties prenantes à utiliser, mais aussi à produire de l'ISN. Et puis, bien sûr, les avantages qu'on en tire avec un lien avec les dispositions de l'ACDB 17, 18 et 19 sur le transfert de technologie, plus particulièrement. Voilà tout ce qui a été discuté et maintenant on pourrait peut-être parler des conclusions et résultats. Sorry, one back. I did oversee to say something which is quite important, which is what is now here in the. Alors, j'ai omis quelque chose de très important qu'on trouve
dans le fond, MLS, dans tous les dialogues régionaux et ceux qui s'occupaient du cadrage, il y avait la notion d'un système multilatéral qui pourrait appuyer tous ces éléments. Et une solution qui est ressortie de manière prépondérante et que vous voyez en haut à droite, et si une solution à l'ISN est trouvée dans un système gouvernemental, ça aurait un impact sur les 3 objectifs de la Convention. Et maintenant, on peut passer à la diapo suivante. Alors, des débats, qu'a-t-on vu, qu'a-t-on entendu? Alors, quelles sont les convergences? Alors, certes, il faut définir l'information de séquence numérique. Il y a aussi une convergence assez vaste sur l'emploi de l'ISN et qui devrait donner lieu à des avantages monétaires et non monétaires, et que ces avantages doivent être partagés équitablement. On a évoqué les déséquilibres qui existaient à cet égard et que les avantages découlant de l'utilisation de l'ISN devraient atteindre les détenteurs de cette biodiversité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la conservation de la biodiversité. Et plus particulièrement les populations autochtones et les collectivités locales. Et par conséquent, les avantages devraient appuyer la conservation et l'utilisation pérenne ou durable de la biodiversité. Et il y avait aussi un appui pour que le système multilatéral de partage des avantages fasse partie de l'ISN, ce qui nous ramène aux questions d'accès. Est-ce que l'accès doit être ouvert? C'est ce qui a été convenu par tous, mais ça ne doit pas être nécessairement gratuit. Alors, il y a une différence entre l'accès ouvert et l'accès gratuit. Cet accès ouvert doit être gardé pour ne pas entraver la recherche et le développement et permettre et ainsi donc donner un accès à l'ISN et des groupes de parties prenantes disposant de moins de ressources. Maintenant, question du label des étiquettes connaissances traditionnelles. Alors, ça apporterait une valeur scientifique et cela reconnaîtrait les fournisseurs, la mise en valeur des capacités et le soutien financier pour combler l'écart entre les compétences et la technologie. Ça devrait être renforcé. Ensuite, c'est pas une base de données qui pourrait faire ce travail. Ils ont des vocations différentes et donc ils devraient coopérer pour accroître la transparence et la valeur scientifique de l'ISN. Et on a également souligné dans tous les groupes, et c'est ce qui a été convenu, que le monde à l'extérieur connaît très peu comment ces séquences sont utilisées et comment elles contribuent à la conservation et une utilisation durable. Et donc, il faut accroître les activités de communication et de sensibilisation à cet égard. Diapo suivante, s'il vous plaît. Let me draw to some key topics. Thème clé. Le partage des avantages doit atteindre les détenteurs de la biodiversité, y compris les populations autochtones et les collectivités locales. Et question sous-jacente, comment appréhender l'appropriation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles par rapport à l'ISN. Cela a été l'objet de beaucoup de débats. Alors, la logique qui a émané et ce que vous voyez en jaune. Vous avez la convergence en
gris clair, vous avez les éléments qui ont été débattus et où les avis étaient divergents. Et en gris foncé, vous avez les thèmes qui étaient l'objet d'avis divergents. Là, vous voyez des carrés et des points. Voilà comment on les a distingués. Les participants ont convenu que l'approche multilatérale pour le partage des avantages doit être élaborée. Le système de l'ISN à l'heure actuelle est déjà multilatéral. Il y avait deux écoles de pensée sur cette question. Les avantages pourraient parvenir aux détenteurs, mais qu'on ferait une dichotomie avec les détenteurs des connaissances traditionnelles. Et ce serait le cas si la provenance de cette ressource génétique ne pouvait être déterminée. D'autres ont dit que l'on pourrait atteindre les détenteurs par un système de traçage avec des étiquettes d'origine et des métadonnées sur cette connaissance traditionnelle. Deux avis qui pourraient se compléter. Certains participants ont demandé que des approches bilatérales soient employées, tandis que d'autres ont refusé cette approche bilatérale de manière nette. Alors, il y a une véritable divergence pour ces questions-là. Comme je l'ai dit, il y a une convergence sur le besoin de garder l'accès ouvert. Alors, les participants ont convenu que le partage des avantages doit faire l'objet de règles et de conditions. Les participants ont convenu que le partage des avantages devrait s'appliquer quand les produits basés sur l'ISN sont commercialisés et ont mis en évidence le lien potentiel avec les droits de propriété intellectuelle. Là où les avis étaient très divergents, c'était sur les conditions. Quelles conditions devraient s'appliquer au point de l'accès? Quelles seraient les conditions qui s'appliquent, s'il y en a? Diapo suivante. Alors, nous avons déjà parlé des populations autochtones et des collectivités locales. Alors, il est intéressant de voir que ces groupes et la communauté scientifique ont tous deux dit qu'il y avait une valeur dans ces labels, ces étiquettes connaissances traditionnelles, et cela appuierait la reconnaissance des fournisseurs de connaissances traditionnelles. Alors, si on utilise cet étiquetage, ça devrait être volontaire ou obligatoire? Toujours une divergence là-dessus. Des avis divergents également sur l'impact des étiquettes sur les droits des populations autochtones et collectivités locales ayant trait au consentement préalable aux connaissances de cause sur l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles. Si ça les aiderait ou au contraire, ça jouerait contre eux. Alors maintenant, il y a la question de la mise en valeur des capacités, comme ça a été souligné dans d'autres forums. C'était l'objet de contributions. Il y a une convergence à l'échelle internationale sur le besoin de mettre en valeur les capacités et aussi de fournir un soutien financier pour
combler les écarts en matière de compétences entre pays. Mais cela devrait faire partie intégrante du système de l'ISN. Mais ça ne doit pas être la seule forme de partage des avantages, ça a également été convenu. Alors peut-être pas convenu, mais il y avait, disons, une convergence sur ce point. Alors il y avait beaucoup d'avis sur la question qui devrait être le bénéficiaire et comment pourrait-on utiliser le renforcement des capacités et le soutien financier. Alors est-ce que ça devrait être étendu au développement durable ou s'en tenir à la communauté de praticiens de l'ISN? Une divergence qui était assez intéressante, c'est de savoir qui devrait payer et dispenser cette mise en valeur des capacités et ce soutien financier. Alors, s'agit-il des acteurs ou les pays ou les usagers qui dispenserait cette mise en valeur des capacités? Alors, ce serait prévu dans la convention, dans le protocole aux parties, et cela ciblerait les utilisateurs, fournisseurs ou les deux. Alors, l'ensemble de données vastes, avantages monétaires et non monétaires, les participants ont convenu que l'accès à des ensembles de données ISN très vastes, ce qui est promu par la recherche, c'est essentiel pour la recherche et la mise au point de produits. Alors, on a considéré qu'il s'agissait là d'un atout et qui a été l'objet d'un accord. Mais plus de clarté devrait être jetée sur le sens et la distribution des avantages non monétaires et sur la société. Un désaccord net a émané du débat sur la question de savoir quelle était la valeur des séquences uniques et à quelle fin, en particulier pour ce qui a trait aux produits commerciaux. Alors, pour conclure ma synthèse, vous avez là des citations assez intéressantes. Alors, c'est anonyme puisqu'on a mis en application les règles de Chatham House. Aucune attribution. Je vais parcourir certains de ces propos parce que j'espère que cela pourra donner une impulsion au débat. On a souligné que l'ISN et dans la manière que c'est utilisé est tout à fait différent de l'utilisation des ressources génétiques telles que prévues par les négociateurs du protocole de Nagoya ou de la Convention sur la diversité biologique, et que nous sommes en train de passer à un tout autre domaine très différent. Alors, l'idée qu'il n'y a pas de délimitation entre les utilisateurs universitaires ou commerciaux fait fi de cette différence recherche appliquée et recherche à des fins commerciales. Et on a besoin de données probantes, avoir des options détaillées, assorties de coûts et qui ont été jaugées sur ce qui pourrait être créé. Alors, évaluation de l'impact et assortie de coûts serait essentielle. Alors, il y a des contradictions. Pour qu'il y ait des cloisonnements et d'autre part avoir quelque chose de simple et rentable, en respectant le principe d'accès ouvert, alors c'est une gageure assez difficile. Doit-on
être plus ambitieux. Ici, on nous dit que la biodiversité doit être payée par tous ceux qui en profitent et que le point de départ devrait être la mobilisation de ressources. Le point de départ est que l'on doit mobiliser des fonds pour la conservation et l'utilisation durable. Et dans le même ordre d'idées, il n'a pas été convenu d'un système multilatéral de partage des avantages pour l'ISN. Et donc, il serait intéressant de revoir toute l'approche de l'APA et que cela ne s'appliquerait pas seulement à l'ISN, mais de manière générale, comment on appréhende les ressources génétiques, ce qui pourrait donner lieu à un mécanisme mondial. Voilà les avis qui se sont exprimés à la fin de ces échanges. Ça a été la restitution. Et une phrase qui résume tout, et je vais la lire. La raison de la divergence est la tension des fournisseurs d'avoir un processus de consentement et du côté des utilisateurs pour la facilité administrative qui ne devrait pas entraver la recherche et le développement. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette petite restitution. Je vais maintenant donner la parole à notre panel qui pourra nous donner leur réflexion sur ces questions. Margot Begley de la faculté de droit de l'université d'Emory et Tim Hodges de McGill Montréal, Paul Oldham, One World Analytics, Lancaster, et Rachel Weinberg, professeur à l'université de Cape Town. Je vais maintenant donner la parole à Tim, qui s'est porté volontaire pour diriger cette réunion débat. Alors, nous vous écoutons, Tim, et on attend avec un vif intérêt vos réflexions. Merci, Souhel. Je me félicite d'être participer à ce séminaire en ligne. Mon avis au cours de cette session adopte le prisme d'élaboration de politique. Je ne vais pas vous donner la perspective ISN. Comme nous le savons, la pandémie continue à créer des souffrances humaines importantes. Et la lueur au bout du tunnel, c'est que cela constituait une occasion singulière de mener à bien un dialogue sur la biodiversité, un dialogue continu. Et cela s'applique aussi à l'ISN. Alors, vous l'avez dit sans équivoque, Souhel, et vous, Andreas, il y a eu beaucoup d'analyses et de discussions que nous ont offertes, très malheureusement, cette pandémie. À mon avis, nous avons beaucoup progressé dans l'intercop et nous savons quelles sont les convergences potentielles et là où il y a des divergences. À mon avis, un des plus grands obstacles à l'ISN est notre propension à mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des solutions qui ont été offertes avant que l'on ait un consensus mondial sur ce qu'on essayait de rectifier. Alors, on n'avait pas de clarté, une clarté commune sur comment exploiter l'ISN. Heureusement, et vous l'avez dit sans équivoque, Souhel, grâce au débat et à l'analyse, la situation a été revue de l'aval à l'amont. Alors, on a beaucoup plus de clarté et une reconnaissance des objectifs de politique de l'ISN. Et donc, on a débrouillé ce nœud gordien de l'ISN
dans une certaine mesure. Illustration très simple. Si vous prenez les résultats préliminaires du dialogue mondial, vous verrez que les domaines de convergence étaient, à mon avis, des objectifs liés aux politiques. Par exemple, l'avantage de l'utilisation de l'ISN devrait être partagé plus équitablement. Les avantages devraient parvenir aux populations autochtones et collectivités locales. Alors, je crois justement que c'était l'objet de ce dialogue mondial. Nous nous rapprochons de notre cycle. Quelle sera la prochaine étape? En matière de politique, nous allons devoir débrouiller comment on peut atteindre les buts de notre politique. C'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est peut-être l'étape la plus difficile en matière d'élaboration de politique, mais c'est là où on pourra libérer l'innovation et nos facultés créatives. Alors, j'ai beaucoup d'autres choses plus concrètes à dire à l'issue de cette session. Alors, un mot sur les divergences. La tendance que l'on a dans ces forums est de mettre l'accent sur les convergences. Mais si on fait fi des divergences, on fait fi des réalités de l'environnement, d'élaboration de politique. Et cela décourage ceux qui ne sont pas convaincus et les sceptiques. Alors que font-ils? Ils restent silencieux et rien ne change. Pour certains, souhaiter aller de l'avant peut sembler la situation idéale, mais je ne suis pas d'accord. Ce sont très souvent d'autres qui font faillir la mise en œuvre. Alors, il y a la Convention de Stockholm, le protocole de Nagoya sur l'APA, la Convention de Bâle, même l'ALENA. Il serait utile de baisser la température sur l'ISN. Alors, je sais que les enjeux sont énormes et je ne veux pas minimiser ça, mais je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas en train de négocier un texte contraignant pour le moment. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un débat collégial et ne pas entamer dès maintenant les négociations. Je sais que les négociateurs ont hâte de se livrer à la négociation, mais je crois que la situation n'est pas mûre. Sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Oldham. Paul, d'après vous, qu'a-t-on besoin pour qu'on ait un élément de traçage pour les éléments d'APA? Est-ce logique ou devrait-on penser à autre chose, envisager autre chose? Doit-on apporter des changements au système s'il était uniquement multilatéral? Merci beaucoup, Tim. Alors, pour répondre à cette question, je crois qu'il serait utile de réfléchir profondément à ce que l'on entend par le traçage. Assurer le suivi et le traçage dans l'ISN a été un peu perdu. The first would be improving overall transparency and reporting about the origins of samples and digital sequence information. I think that, as I'm going to go on to say, that's, I think, perfectly feasible. I think the building blocks for that already exist in the existing INSDC and related databases. The second approach to track and trace. Deuxième approche au suivi et au traçage. Traçage du point de vue de la collecte, développement de la chaîne de valeur pour obtenir un produit qui est sur le marché. Alors, à mon avis, il s'agirait là d'un traçage dur ou concret. Alors, je vais vous donner mes critiques de ce système, de cette approche. D'aucuns estiment que ce serait possible
avec le concours des chaînes de blocs ou du chiffrement, prendre des échantillons sur le terrain et avoir une chaîne de preuves pendant toute la phase recherche et développement, brevetage, jusqu'à ce que l'on ait un produit sur le marché. On pourrait créer par conséquent un système qui fait le traçage de molécules, de leurs sources, leur pays d'origine et comment ils sont utilisés dans des produits pour le partage des avantages. Alors, ce que l'on sait du système de brevet, dont s'inspire cette idée. Alors, le système de brevet est un système d'information mondiale qui permet un traçage concret dans une certaine mesure. Et par conséquent, une politique, quand on a un brevet sur un produit de polymérase, ce qui a été utilisé dans le PCR et pour l'ADN, cette société avait un actif qu'elle avait breveté et elle a pu traduire devant les tribunaux d'autres sociétés pour violation de ces droits, puisque le brevet n'était pas expiré. Alors, il est possible d'avoir un traçage concret et le système de breuvage peut nous aider. Mais je pense que les parties dans ce débat sont dans une situation complètement différente. Les parties dans ce débat pour être détenteurs d'un certain nombre d'avoirs, des génomes, des millions de génomes de différents organismes qui sont sur leur territoire. Maintenant, est-ce que ces avoirs ont une valeur économique précise est inconnue. Et la situation est très différente d'un brevet, puisque pour ce produit, on a des séquences précises, des composés chimiques et qui ont une valeur. Tout ce que doit faire le détenteur de brevet est assurer le suivi de ces éléments. Et une partie devra être vigilante auprès de millions de molécules de génome sans savoir si ces génomes ont une valeur économique ou pas. Alors, je ne pense pas que ce soit rentable. Alors, il est possible d'adopter cette démarche et les membres de mon équipe peuvent le faire, mais ce serait un exercice très onéreux et qui prendrait beaucoup de temps compte tenu des avantages qu'on pourrait produire et la possibilité d'étudier d'autres options. Donc, ce serait possible, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et si on revient au premier point, mettre en évidence la transparence et soumettre des rapports sur l'ISN, mon observation, et c'est en partie une critique, c'est que nous n'avons pas une image complète et exacte de ce que peut faire l'ISN. Alors, compte tenu des contraintes de temps, on met l'accent sur les nucléotides et leurs bases et les bases de données de nucléotides et des difficultés et des complexités que cela pose. Mais ces bases de données, dans la pratique, peuvent posséder un vaste éventail d'informations et les informations sur les échantillons biologiques sont essentielles. Comme l'a dit Brommer Hall, on peut considérer un échantillon comme le cœur d'une toile d'araignée sur l'ADN, sur les séquences, sur les expériences, les brevets, les images et toutes sortes d'autres informations et différents types de données. Et il n'est pas reconnu que les informations sur l'échantillon, par exemple les conditions environnementales dans lesquelles un organisme peut vivre dans la recherche maritime, est-ce une information critique qui nous permettrait de déterminer si ça a une valeur économique et que ça peut être développé. Alors, pour l'INSDC, il y a beaucoup d'autres bases de données, le bioéchantillon. Dans mon travail, alors des métadonnées sur des échantillons biologiques, quelles séquences ont été utilisées. Il y a le projet, il y
experiment. Le bioproject qui relie les informations aux expériences qui ont été conduites, et c'est très différent de ces échantillons. Il y a les collections de musées détenues pendant des années, collections publiques qui établissent un lien entre les échantillons qu'ils ont dans leur catalogue et les séquences d'ADN. Il n'y a pas eu de controverse sur cela. Il y a aussi toutes les initiatives dont on vient de vous parler à propos des métadonnées de l'ISN et puis aussi les connaissances traditionnelles avec l'étiquetage bioculturel, etc. Mais on n'entend pas suffisamment parler de ces solutions qui existent déjà, alors que dans la pratique, il existe déjà beaucoup de choses utiles. On aura besoin de mieux comprendre peut-être les points forts et les points faibles de différents aspects de ces systèmes ou réseaux de systèmes et là où on pourra apporter des améliorations. Alors, je fais toutes ces observations. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il serait utile peut-être que ceux qui envisagent le traçage robuste, qu'ils puissent peut-être attendre un peu. Et ce serait très utile que les fournisseurs de bases de données soient plus ouverts et fournissent plus de renseignements sur toute la gamme de services qui existent déjà. Comme on l'a dit, plutôt que de transformer des molécules en produits, on pourrait peut-être voir quels sont les avantages à tirer de toute une gamme d'éléments. Et ceci serait peut-être un système de frais basé sur le fait que la biodiversité, ça n'est pas gratuit. Le gouvernement britannique a travaillé sur l'économie de la diversité biologique et jusqu'à présent, souvent, on a considéré que la biodiversité était gratuite, mais en fait, il faudrait que cette biodiversité ait une valeur de reconnue. Et toute option, à mon avis, devrait mener à des avantages financiers directs. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Margot Bagley et je vais lui poser quelques questions suite aux travaux que vous avez faits sur l'ISN et différents instruments, y compris au sujet de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pensez qu'une approche sectorielle serait possible ou est-ce qu'une solution globale serait la mieux venue? Est-ce que vous pensez que on pourra faire des progrès dans les différents forums politiques autres que ceux de la diversité biologique? Vous avez la parole, Margot. Merci, Paul, et merci à l'initiative APA d'avoir lancé ce dialogue tellement utile. Je crois qu'une approche subtile serait peut-être la mieux venue à cause des négociations qui sont en cours dans différents forums comme la FAO ou la CDB. Mais cette approche peut-être n'aboutira pas parce que quand on voit toutes les difficultés que constitue la diversité biologique, il y a les plantes, la vie marine, les animaux, l'alimentation, l'agriculture, tout ceci est menacé en ce qui concerne leur aspect diversité biologique. En plus, l'ISN de tous ces différents secteurs est en général utilisé de façon très, très diverse et variée pour le même type d'utilisation commerciale, l'alimentation, la cosmétique, etc. Et l'ISN se trouve la même pour toutes ces utilisations extrêmement diverses, ce qui constitue
une grosse difficulté. Et ceci va retarder les progrès qu'on pourrait envisager de réaliser pour arriver à un niveau de partage des avantages et qui permettrait de déboucher sur une vraie législation de la biodiversité. Et je crois qu'on a besoin d'une solution mondiale parce que le problème est lui-même mondial. Et pour la propriété intellectuelle, il y a cette idée que le système des brevets pourrait faire partie du système de traçage pour le partage des avantages. C'est effectivement une possibilité. Mais il y a aussi des limites à l'utiliser ce système-là. Et par rapport à ce que Carl a dit, tout système de traçage, forcément, ne prendra pas compte de toutes les utilisations de l'ISN. Les utilisations, par exemple, qui découlent de bases de données privées ne seront pas forcément prises en compte. Et ceci fera que les gouvernements nationaux ou les PACL ne pourront pas faire le traçage de toutes les utilisations possibles et imaginables de l'ISN et que l'utilisation soit commerciale ou pas. Alors, on ne peut pas simplement s'en remettre au brevet qui divulge le nombre de séquences utilisées pour mesurer leur succès commercial parce que il y a quelquefois des utilisations qui ne débouchent pas sur une utilisation commerciale réussie. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup d'utilisations de l'ISN qui, pour différentes raisons, n'aboutiront pas. À cause, par exemple, de la protection du secret commercial pour certaines biotechnologies. Il y a aussi la limitation de ce qui peut faire l'objet d'un brevet. Dans certains cas, ce n'est pas facile du tout de voir là où il y a une violation de la loi sur les brevets. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, CRISPR pour utiliser les enzymes. Il y a plusieurs systèmes qui sont utilisés pour certains types de mutations. Il sera pratiquement impossible de déceler si une invention a été utilisée ou pas, parce que souvent, il s'agit simplement de faire la réplication de quelque chose qui existe dans la nature. Et une séquence peut exister dans un organisme et puis aussi dans un autre pour lequel il n'y aurait pas de transfert d'ISN. Et donc, ce serait très difficile d'établir un brevet. Alors, de toute façon, la législation est toujours en retard par rapport aux inventions, à la technologie. Alors, lorsqu'on essaie de faire des lois pour protéger l'ISN, les connaissances traditionnelles, etc., bien la technologie sera toujours en avance. Et comme on le fait maintenant, il y a aussi la synthèse de ces séquences génétiques qui sera faite en utilisant de plus en plus de technologies différentes. Alors, vous êtes sans doute au courant qu'il y a au moins 20 000 protéines qui sont exprimées par les ressources génétiques humaines et il y a des technologies qui peuvent prévoir la forme que prendront ces protéines, mais qui pourront être utilisées, par exemple, pour produire des enzymes plus utiles pour la santé humaine. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle qui fait des progrès qui dépassent les capacités de la législation. Mais tous ces progrès technologiques, au bout du compte, sont rendus possibles par un accès initialement à l'ISN, aux ressources génétiques elles-mêmes et aux connaissances traditionnelles. Bref, le partage des avantages s'imposera toujours pour avoir un système équitable. Je crois que j'ai épuisé mon temps de parole et je vais poser à mon tour une question à Rachel. Je crois que les dialogues ont été très utiles pour éliminer, pour plutôt définir les zones de divergence. Paul en a parlé. La possibilité d'une approche progressive par étapes
Et je crois aussi que la mise au point d'un système efficace, conscient de l'avenir, système multilatéral pourrait commencer par la CDB, puis après parler du partage des avantages dans tous les secteurs, le coût des transactions, l'octroi de licences pour les produits commercialisés, avec des fonds pour la protection de la diversité biologique de prévu, et puis pour les avantages, ce qui est des avantages non financiers, comme le transfert de technologie, le renforcement des capacités. J'espère qu'on pourra aboutir à un tel système. Et maintenant, je rends la parole à Tim et à Rachel. Thanks very much, Margot. Merci, Margot. J'ai noté quelques questions pour Rachel. If the CBD parties can reach Si les parties à la CDB peuvent parvenir à un arrangement qui fonctionne pour les secteurs, et si cet accord veut dire un partage multilatéral des avantages, un système multilatéral pour l'APA, comment est-ce que ça va fonctionner au niveau local? Est-ce qu'un système mondial peut être favorable à des solutions locales pour les PACL, pour le développement durable et le développement de moyens de subsistance? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir en place pour qu'un tel système puisse fonctionner? Merci beaucoup. Merci à Margot et à Tim. Le partage des avantages, c'est au cœur de la question qui nous intéresse. Et les objectifs principaux que vous avez décrits semblent faire l'accord de tout le monde. Mais il y a le fait que ces objectifs sont très liés les uns aux autres. Et l'ISN n'est pas une panacée. Et les solutions d'APA doivent également prendre en compte les ODD et le cadre mondial. On a besoin de beaucoup de financement pour aider les PACL et nous savons que la crise de la conservation se pose non pas à cause de l'utilisation de l'ISN et des ressources génétiques, mais à cause des pressions. Le son a disparu pendant un instant. L'ISN peut apporter une contribution à la conservation et peut être une source d'innovation, bien sûr. Mais au-delà, il faut voir de quelle façon ceci peut être associé à la protection de la diversité biologique. Les deux sont liés et ceci veut dire le changement qu'ont appelé les orateurs à la séance d'ouverture. Alors, nous avons parlé de différentes manières, de la forme que pourrait prendre l'APA et on a envisagé des mesures qui permettraient de renforcer les capacités à tous les niveaux pour permettre aux pays du Sud de participer aux activités scientifiques, qu'ils puissent eux-mêmes analyser les propres données qu'ils produisent, qu'ils puissent avoir la connexion Internet et d'avoir les capacités nécessaires pour conclure des accords scientifiques valables. Et c'est très bien qu'on ait pu voir une convergence au sujet de ces objectifs pendant le dialogue qu'on a tenu. Il faudrait voir aussi comment l'ISN peut permettre d'aider à résoudre les crises de l'environnement que nous connaissons aujourd'hui. Alors, quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour renforcer la recherche-développement au profit du développement durable et comment permettre un meilleur accès à l'ISN et comment aussi s'attaquer aux maladies des pauvres et à la sécurité alimentaire. Voilà le genre d'éléments qui ont été présents dans la discussion depuis le début du dialogue. Alors, comment est-ce qu'un système mondial pourrait déboucher sur des solutions au niveau local pour les PACL et pour une utilisation durable de la diversité biologique? Parce que les PACL sont les gardiens de 80% de la diversité biologique mondiale. Ils ont aussi des connaissances sur la nature qui pourraient permettre une utilisation plus durable de la diversité biologique. Alors, si
on arrive à trouver des solutions pour les PACL, on les aide à avoir une meilleure vie, mais aussi à encourager une meilleure utilisation plus durable de la diversité biologique. Comment on peut le faire? Mais il y a aussi la mesure dans laquelle le secteur privé est prêt and the way in which this actually takes place. I really like the idea that I think a couple of the panelists have spoken about of a pilot to start tinkering about with some practical models. J'ai beaucoup aimé l'idée d'un projet pilote et comment on peut faire participer les parties prenantes dans le processus et ces mécanismes d'appât qui existent depuis des décennies. On n'est pas en train de réinventer la roue, mais trouver des solutions qui ont été mises à l'épreuve, gestion des ressources à l'échelon des communautés, protection des forêts, des droits de ces collectivités, aider les populations autochtones pour qu'elles puissent garder leurs terres et leur eau. Tout cela nécessite de l'argent et de la volonté. Et il faut, au bout du compte, veiller à ce que ces mesures de conservation soient alignées aux priorités nationales et locales. Il faut que ces activités soient localisées le plus possible et reconnaître le vaste éventail de partenaires pour appuyer les projets de conservation, les groupes locaux, les organismes de conservation, les propriétaires privés. Alors, ça va bien au-delà de ce qui a été dit. Donc, la gouvernance de ce financement nécessite que l'on sorte des sentiers battus. C'est ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Comment peut-on préparer une approche à l'aune du 21e siècle qui est transparente, qui est imputable et démocratique et qui a des coûts de transaction très faibles? Alors, il s'agit d'un vaste programme qui nous attend, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ce à quoi peut ressembler un système multilatéral. Mais bien entendu, il y a des exemples dont on peut s'inspirer. Il y a des contributions fixes pour la réalisation d'objectifs précis. Par exemple, quels sont les enseignements que l'on peut tirer du Fonds de partage des avantages sous l'égide du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation qui aident les États déjà, ou alors les approches mondiales qui n'ont pas eu d'impact au sein des communautés et qui se concentrent au sommet. Alors on doit s'inspirer de ces deux exemples. Et il y a un domaine de travail très clair sur lequel il nous faut nous concentrer. Alors, la réalisation de l'APA pour l'ISN sera difficile, mais je crois que c'est possible. Et je crois qu'il y a des étapes concrètes que l'on pourrait entreprendre pour aller de l'avant et qui pourront nous aider à faire une véritable contribution et mettre en évidence les occasions qui s'offrent déjà à nous. Et sur cette note, je vais vous rendre la parole, Tim, pour que vous nous parliez des étapes concrètes qui pourraient être entreprises au cours des mois à venir afin que l'on réalise des progrès sur ces questions très difficiles. Merci beaucoup, Rachel. Quelques observations. Pour l'ISN, et c'est souvent le cas des questions multilatérales, on se concentre beaucoup sur les modalités. Alors, pour l'ISN, il y a, et la documentation nous le confirme, c'est là où beaucoup de négociateurs veulent se concentrer. Mais j'aimerais recentrer le débat, et pas les négociations, comme un échange sur les différents vecteurs de politique qui sont à notre disposition et éviter un langage de négociation par exemple les modalités. Alors ça prend un autre état d'esprit quand on parle de vecteur pour effectuer un changement. Et je ne crois pas qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle. L'ISN n'est pas la panacée. Je crois que l'ISN nécessite différentes orientations politiques, du moins dans le court terme. Et je suis d'accord avec Margot, il nous faut une solution mondiale, mais je ne crois pas qu'on puisse l'interpréter comme disant que l'on ne peut pas faire des progrès lentement ou faire des avancées progressives. Il y a beaucoup d'occasions qui s'offrent à nous pour tirer des enseignements. Rome n'a pas été construite en un jour, nous le savons.
Mais Rome a au bout du compte été construite. Donc il est important de se le rappeler. Que peut-on faire? Rachel a souligné, qu'en est-il des projets pilotes? Pourquoi ne pas les commencer dès maintenant au lieu de les reporter? Ou alors des mesures facultatives le plus tôt possible au lieu de les reporter. Cela nécessitera des investissements, comme l'a dit Rachel, mais on aura l'occasion de prendre des risques limités à mon avis et montrer un certain leadership. Le risque est véritablement de rester les bras croisés au lieu de faire quelque chose. Paul a souligné qu'il est nécessaire de faire une modélisation des différentes propositions. Je crois que ça serait très utile. Bien que je suis réticent à le faire, il faut parler du sujet très important. Les États-Unis et les parties prenantes sont très impliqués dans l'écosystème ISN. C'est l'entité qui finance le plus l'accès mondial, financé par les contribuables américains. Et donc, il est très important que les États-Unis soient impliqués dans le débat et non en marge. Et même dans le contexte informel, il est nécessaire de mener à bien d'autres études, que l'on connaisse mieux le potentiel des bases de données existantes. Il a parlé du vaste éventail de services. Alors, qu'est-ce qui est possible dès maintenant? Innovation. Alors, on a entendu ça à plusieurs reprises dans les interventions. Il faut en effet sortir des sentiers battus. Et je crois en fait que le moment est venu de lancer de nouveaux outils caractérisés par la complexité, le conflit et la cadence du changement, l'ISN. Alors, il faut se porter vers l'avenir quand on traite de l'ISN. Nous pourrions avoir une discussion prospective. C'est une bonne technique pour améliorer la compréhension et mieux comprendre les voies de nos politiques. Et c'est ce qu'on fait. On essaie de façonner l'avenir, en fait. Alors, prospective, réfléchir à ce type d'outils, des investissements à moyen terme sont importants. Alors, je sais que de nouvelles ressources pourraient toujours être obtenues pour financer des activités, et en particulier à ce stade-ci, puisque nous sommes en train d'élaborer des politiques. Tout le monde connaît les enjeux et l'argent peut être retrouvé. Mais ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Il faut poursuivre et avoir un nouveau leadership. Nous avons vu un leadership authentique en matière d'ISN. Dans d'autres domaines, c'est à la traîne. Le SCBD, là-bas, ces initiatives sont des initiatives de leaders. Ils ont donné le cap et ça a été très constructif. Mais il n'est pas trop tard que d'autres se joignent à eux et prennent part à ces discussions. Quelle que soit l'issue qu'ils souhaitent de ces échanges. Il est prématuré d'avoir un leadership politique ouvert, mais à mon avis, le leadership est beaucoup plus que l'écoute et préparer un plan pour le moment opportun. Nous avons besoin d'un leadership beaucoup plus actif. Et je porte mon regard vers des parties prenantes qui écoutent et qui sont, à mon avis, très passifs. On a besoin de vos idées, il faut retrousser les manches. On a besoin de votre implication directe. Il est important de sortir de l'ombre pour protéger vos intérêts et protéger la planète. On doit vous entendre. Pour ce qui a trait aux consultations, nous tirons parti d'échanges bilatéraux, multilatéraux et régionaux. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des échanges physiques ou en présence, et bien que beaucoup de travail a été abattu virtuellement, cela ne porte pas les mêmes fruits, mais voilà là où nous situons. Et je crois qu'il est très important de ne pas uniquement parler aux alliés, à ceux qui pensent de la même manière. Il faut parler aux autres parties, aux détenteurs de droits, et qui pourraient avoir des avis différents. C'est tout particulièrement important à ce stade-ci. Un exemple pourrait être de convoquer des représentants du secteur industriel, des experts,
pour une discussion où on emploierait les règles de Chatham House. Et avec ces quelques observations et ces ABS-CDI. propositions, je donne la parole à Lapa. Merci beaucoup, Tim, et je remercie les autres intervenants pour leurs réflexions très pertinentes sur ce thème, le suivi, le traçage transparent, ce rapport, approche sectorielle et approche mondiale, et l'importance de lier cela au niveau local pour le partage des avantages et l'utilisation durable. Et Tim, comme d'habitude, comment faire avancer un processus difficile à l'échelon international, proposition très utile. À ce stade-ci, je vais rendre la parole au coprésident du groupe de travail à composition non limitée pour leurs conclusions, leurs réflexions et leurs avis. Comment appréhendent-ils le thème de l'ISN lors des travaux des prochaines assises du groupe de travail à composition non limitée? Merci beaucoup, Andreas. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Francis est également sur cet appel. Alors, je vais commencer avec quelques observations et Francis pourra me compléter et me rectifier, comme à son habitude. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir organisé cet événement. Je tiens à remercier les participants. Alors, je ne veux pas que ces remerciements soient vides de sens. Je vais vous expliquer pourquoi je vous remercie. Il s'agit d'une question qui est assez compliquée, comme nous le savons tous, et qui est souvent reléguée à un groupe d'experts réduit. Mais il s'agit d'une question très importante et même essentielle. Et ce que vous faites avec vos travaux, c'est élargir le nombre de personnes qui participent à ce débat et qui sont maintenant à même de participer à ce débat. Alors, qu'est-ce que cela veut aussi dire? Compte tenu qu'on a un peu plus de temps devant nous, au cours des mois à venir, je me demande si vous seriez capable de ce travail. C'est très important et ça s'applique à beaucoup de questions. Bien qu'on ait des appréciations différentes de la situation et des avis différents en matière de politique, c'est ce qui nous rend tout à fait absolument humains, on devrait se mettre d'accord sur les faits. Et bien qu'il y ait un nombre croissant de personnes qui sont d'accord sur les faits, il y a un groupe qui appréhende ces faits d'une manière différente. Et ça, c'est problématique. J'ai écouté attentivement les présentations et je me suis félicité de voir les diapos de Souhel sur les points de convergence et les points qu'il nous reste à traiter. Alors, quelques commentaires qui m'ont frappé dans les présentations, mais aussi dans la réunion débat. De combien de temps dispose-t-on? Je vais revenir à ce qu'a dit Margot. Que peut-on faire au cours des mois à venir? Un peu moins d'un an, c'est l'horizon que l'on a. Et quelle est la fenêtre qui est ouverte maintenant et qui se fermera bientôt? Autre point, mener à bien d'autres études et effectuer des modélisations, ça devrait être l'objet de discussions et peut-être à la fin du mois, les parties pourront nous conférer un mandat pour continuer ce travail. Je crois que ça devrait être possible et même bénéfique. Troisièmement, Tim a parlé du rôle des personnes qui ne sont pas dans cette salle, et en particulier des États-Unis.
Dans mes échanges en privé, je sais qu'ils sont enclins à prendre part à ces débats, donc je suis assez optimiste. Je suis certain que si on les invite, ils participeront volontiers à ces débats. 5. Sortir des sentiers battus et innovation. C'est en effet quelque chose de très important. Le thème nous force de sortir des sentiers battus. Si on ne remet pas en cause la situation actuelle et si on n'envisage pas d'autres solutions, on ne pourra pas s'adapter à une situation qui change rapidement. Finalement, dimension financière, on a beaucoup parlé du partage des avantages sur le plan monétaire et non monétaire. Il serait judicieux de revoir l'aspect monétaire dans un débat beaucoup plus global ou mondial sur la mobilisation des ressources. Si vous avez lu le premier projet de texte, vous verrez que la mobilisation des ressources financières a été envisagée sous différents aspects, et en particulier l'ordre de grandeur de ce qui est nécessaire. Et puis, pour terminer, je voudrais répéter l'intérêt de ces discussions informelles. Francis et moi-même ferons de notre mieux pour intégrer leur aboutissement dans nos travaux, et nous espérons que cette discussion pourra se tenir surtout dans les groupes de contact dans la première phase des travaux de la 3e réunion du groupe de travail au mois d'août. Ensuite, on aura cette période entre août et janvier, on pourra faire un travail de préparation et j'espère qu'on pourra reprendre en janvier les discussions sur l'ISN en présentiel. Maintenant, je donne la parole à mon co-président Francis. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait toutes ces remarques intéressantes. Je voudrais remercier pour commencer toute l'équipe d'avoir continué de tenir ces réunions sur ce sujet si délicat. Je crois que des informations très utiles ont été données sur les zones de convergence et celles de divergence. Beaucoup d'informations ont été livrées et elles pourront nourrir nos discussions sur ces différents sujets. Je dois dire que des produits vont être mis au point à partir de la diversité biologique et ça pourrait être le résultat de l'ISN ou de l'accès direct à ces ressources génétiques. C'est là qu'il y a une différence entre les deux qui donne lieu à toutes ces discussions que nous avons pu voir se tenir. Alors, une chose très utile pour moi, qui est d'ailleurs liée à l'après 2020, c'est que d'après la synthèse, on peut voir que l'utilisation de l'ISN va produire des avantages monétaires et non monétaires. Alors, l'objectif C du projet de texte numéro 1, là aussi, on parle des avantages monétaires et non monétaires découlant de l'utilisation des ressources génétiques qui doivent être partagés, avantages qui doivent être partagés de façon juste et équitable. Alors, au bout du compte, l'utilisation de l'ISN est censée déboucher sur quelque chose et le fait de parler des avantages monétaires et non monétaires s'impose. Ensuite, il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant. L'accès ouvert à l'ISN ne veut pas forcément dire une utilisation commerciale gratuite. C'est là qu'il faut essayer de voir quelles sont les conséquences concrètes au niveau national et qu'en est-il du renforcement des capacités.
Parce que tant que les capacités des pays seront à des niveaux différents, ou même les capacités concernant l'ISN et ce qu'on peut en faire, eh bien, on va continuer à avoir un problème, surtout s'il s'agit de voir si c'est une utilisation commerciale ou pas. Disons un produit qui d'abord fait l'objet de recherche et ensuite devient une utilisation commerciale. Mais comment est-ce que les pays vont le savoir? Surtout lorsque les ressources sont exportées vers d'autres pays. C'est là que le renforcement des capacités devient un sujet assez important. Et bien sûr, à propos de l'ISN, parce qu'il faut pouvoir traiter de ce sujet à un haut niveau, surtout au niveau national. Et c'est là que nous avons vraiment une difficulté, surtout pour les pays les moins développés ou ceux qui sont en transition, parce que tout le monde veut faire quelque chose, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Alors, comment est-ce que le sujet va être mieux maîtrisé, mieux compris, parce que il faut aussi démystifier certains thèmes et ne pas oublier les avantages non monétaires. Quand vous regardez l'après 2020, les avantages financiers et non financiers sont tous liés dans le C1 et le C2 dans le projet de texte. Regardez ces jalons C1, C2 par rapport au partage des avantages. Alors, pour terminer, je dois dire que cette idée de l'ISN, ou plutôt ce sujet, n'est pas uniquement le fait des scientifiques. Il y a des aspects scientifiques, certes, mais aussi juridiques et autres, et puis même les responsables politiques. Comment renforcer leurs capacités? Parce que le renforcement des capacités peut prendre bien des aspects. Il concerne beaucoup de facettes. Et ce que j'ai pu voir avec l'APA, vous avez besoin de l'apport des juristes, parce qu'il y a beaucoup d'aspects juridiques en dehors des questions scientifiques. Alors, pour terminer, à la suite de ce qu'a dit mon coprésident, pour les travaux du groupe de travail, ce qui va se passer lorsque nous allons tenir notre réunion au mois d'août. Bien sûr, nous allons discuter de l'ISN pendant cette réunion du groupe de travail et nous espérons que une fois qu'on aura entendu les interventions des uns et des autres, nous pourrions soit déboucher sur un non-document qui ensuite sera remis au groupe de contact pour servir de base de discussion, ou même le groupe de contact lui-même pourra avoir son propre document. Et ce document qui ressortira justement du groupe de contact, ce sera l'aboutissement de cette réunion sur l'ISN. Une décision sera prise peut-être pour savoir si ça doit être un CRP ou autre chose. Mais c'est ce document-là qui pourra être utilisé dans la réunion en présentiel. Voilà pourquoi c'est très important que pendant la réunion du groupe de contact lui-même, nous parlions des zones de convergence ou des zones de divergence, mais si on pouvait avoir un accord dans toute la mesure du possible au niveau du groupe de contact, à ce moment-là, ce serait un grand progrès. Et même dans ces domaines sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, il faudra qu'on en parle pour que, une fois que nous aurons la réunion en présentiel, eh bien, nous pourrons aboutir à un résultat. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette discussion. On fait des progrès, c'est sûr. Je crois qu'on a bien avancé et
Je remercie les organisateurs de cette réunion. Et nous allons continuer à travailler avec vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci aux deux coprésidents, Basile et Francis, de nous avoir donné leur point de vue et de nous avoir indiqué quelle sera la marche à suivre. Nous avons déjà dépassé un peu le temps prévu, mais j'ai encore quelques annonces à vous présenter. L'ABS, l'initiative, est en train de terminer 2 études sur l'ISN. Il y a un document technique d'abord sur l'ISN et les mesures nationales offrant des options et des perspectives. Ensuite, le protocole de Nagoya et la CDB, les approches multilatérales par rapport à l'ISN. C'est Westmuller et Klaus Angerop de la Société péruvienne du droit de l'environnement qui ont préparé ces documents. Ces documents seront affichés sur le cybersite de l'initiative. Vous trouverez tous ces documents dès la semaine prochaine. L'étude sera également annoncée dans notre bulletin que nous vous envoyons régulièrement. Le bulletin de l'ABS vous donne également un lien si vous voulez vous inscrire pour le recevoir régulièrement et mes collègues pourront vous le donner si vous ne le trouvez pas. Lorsque vous allez quitter la réunion, il y aura un questionnaire d'évaluation de la réunion que nous aimerions beaucoup que vous puissiez remplir. Ce questionnaire nous aidera à améliorer les réunions comme celle-ci que nous tiendrons à l'avenir. Il y a eu un certain nombre de questions quant à la disponibilité du rapport, du dialogue sur l'ISN dans les différentes langues. Oui, bien sûr, nous allons traduire ce rapport et le mettre à disposition en premier en anglais, mais bien avant la réunion du groupe de travail à la composition non limitée, dans les autres langues, français et espagnol. La réunion d'aujourd'hui a été enregistrée et l'enregistrement sera disponible aussi sur notre cybersite dans les différentes langues. Je remercie le gouvernement de la Norvège et de l'Afrique du Sud qui ont permis la tenue de ce dialogue sur l'ISN avec le premier dialogue il y a au moins 2 ans à Pretoria et puis aussi les webinaires qui ont été tenus dans l'intervalle avec le secrétariat de la CDB et les coprésidents et puis les séminaires techniques aussi qui ont été tenus en collaboration avec l'Union africaine. Bref, beaucoup de travail a été fait et nous allons continuer à travailler sur ce sujet pendant les prochains mois. Je suis certain que nous pourrons voir quelles sont les possibilités qui s'offrent. Je remercie tous les participants, les membres de la table ronde qui ont partagé leur expérience avec nous. Je remercie les collègues du secrétariat de la CDB et puis aussi les co-présidents qui sont toujours disponibles pour nous donner leurs conseils dans le travail de préparation sur les différents sujets en discussion. Et je remercie toute mon équipe d'avoir organisé la logistique de cette réunion. Voilà, je voudrais vous remercier tous et toutes et j'espère que ces discussions
aboutiront à des résultats fructueux et un système ISN qui atteindra les objectifs qui ont été prévus dans le document du groupe de travail à composition non limitée en ce qui concerne l'APA dans le cas particulier de l'ISN et permettant d'aboutir à un développement durable et une conservation efficace de la biodiversité. Au revoir à tous. Vous pourrez peut-être ouvrir vos vidéos pour qu'on puisse vous voir pendant quelques instants. It's coming through the window. There's light coming through there, but I hope you can see. Je suis à contre-jour, donc on ne me voit pas très bien. Goodbye. Au revoir à tous.